Le Zorro? Non. Le cosmonaute? Non, ça. Le monsieur? Oui. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienco TV. Aujourd'hui, on va reparler d'un duo ultra célèbre, le duo Francis Weber, Pierre Richard. On est parti. Je veux qu'on fasse un paquet. Comment? Je veux qu'on me fasse un paquet. Francis Weber est un grand. C'est facile à dire aujourd'hui. Le dîner de con, la chèvre, les compères, les fugitifs, tais-toi. Il était comme toi, il avait toujours une grosse joue à gauche. Je me marrais, je lui disais, tu ressembles à un cul, mais t'as qu'une fesse. Sont tous entrés dans la légende. Mais Francis Weber, c'était aussi le scénariste et dialoguiste d'autres grands films, tels que Le Magnifique. Même s'il s'est retiré du projet car le film a changé de direction en cours de tournage. Il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque. On va perdre un temps fou. Il a aussi signé les dialogues de Peur sur la ville dont nous avons parlé, mais aussi du Grand Blond avec une chaussure noire et de sa suite, et on en a aussi parlé. Le Grand Blond avec une chaussure noire qui marquera la rencontre entre Francis Weber et Pierre Richard qui commençait à se faire connaître via son personnage de maladroit et malchanceux dans des films comme Le Distrait ou Les Malheurs d'Alfred. Nous sommes en 76, une année importante dans le cinéma français, car Louis de Funès préparait son retour après un double infarctus, renonçant au projet des Charlots pour celui de Christian Fechner et de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse. Vite, une échelle! Tenez bon, Marguerite, on arrive! Pas d'échelle! Qui devait, à la base, réunir Louis de Funès et Pierre Richard. De son côté, en parallèle, Francis Weber se souvient d'une expérience qu'il a vécue lorsqu'il était journaliste durant son service militaire. Francis Weber devait en effet faire un stage dans un grand magasin au moment des fêtes de Noël. Accompagné d'un photographe, ce dernier souhaite qu'il entre dans la vitrine pour arranger les jouets et en faire une meilleure photo. Francis Weber est donc entré parmi les jouets et a croisé le regard d'un enfant arrêté devant la vitrine dans la rue, et Weber a eu cette impression que le jouet que voulait cet enfant, c'était lui. Allez, viens, on va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin. Hein? Je veux ça. Oui, oh, mais ne t'énerve pas, mon chéri. Et j'étais dans la vitrine, tout à coup, il y a un enfant qui s'est arrêté comme ça et qui m'a regardé avec une convoitise, une avidité, et j'ai eu peur. Ce sera son projet de scénario. Restait à savoir qui le réaliserait, comme d'habitude. Et c'est Claude Berry qui lui dira « Pourquoi pas toi ?» Ce à quoi Francis Weber légitimement répondra qu'il n'y connaissait rien. C'est Claude Berry, parce qu'on cherchait un metteur en scène, et moi, j'avais jamais pensé mettre mes films en scène. J'étais scénariste. Et il me dit « Pourquoi tu le fais pas toi-même ?» Je dis « Mais j'y connais rien. » Et il me dit « On va te prendre un conseiller technique. » On s'improvise pas réalisateur du jour au lendemain. Ce à quoi Claude Berry répondra qu'il suffisait d'engager un expert technique pour le côté technique et que lui avait qu'à diriger ses acteurs. Banco, Francis Weber souhaite retrouver le personnage de François Perrin que Pierre Richard avait interprété dans Le Grand Blond. Et il propose donc le scénario à Pierre Richard, qui était alors en pourparlers pour L'aile ou la cuisse. Ils avaient même fait une première réunion avec Louis de Funès, avec Claude Zidi et avec Christian Fechner. C'était quasiment bouclé. Mais Pierre Richard préfère le scénario du jouet. Ou en tout cas, il préfère le rôle qu'il aura dans ce film-là. Vous avez refusé? Parce que j'aimais pas le rôle. Vous n'aimez pas le rôle? Oui. Mais j'aimais pas le rôle, et si j'aime pas le rôle, je me dis tous les matins, oh là 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 là, faut que je joue ça. Je me suis jamais obligé à jouer quelque chose que j'ai pas envie, même bien payé d'ailleurs. Pierre Richard est tellement motivé et confiant dans le scénario du jouet qu'il va coproduire le film à 50%, car il était difficile pour Francis Weber d'offrir suffisamment de garanties en tant que réalisateur débutant. Mis à part Claude Berry évidemment. C'était quand même un film différent des films, disons, résolument comiques, enfin burlesque que je faisais, et que peut-être il avait donc peut-être un petit peu plus de difficultés à se monter financièrement, et donc peut-être c'est pour ça qu'on m'a proposé, ou c'est moi en tout cas, pour que l'affaire se fasse et que le film se réalise. J'ai participé à 50% avec Berry. L'histoire du jouet est très simple.
Journaliste stagiaire au chômage, François Perrin est en investigation dans un magasin de jouets XXL appartenant à son nouveau patron, Pierre Rambal-Cochet. Il se fait alors repérer par le fils de ce dernier qui, à la place d'acheter un jouet, même le plus beau du magasin, souhaite l'acheter lui. Enfin, c'est pas vrai. Il veut peut-être un ruban autour aussi, puis j'attends Noël dans la cheminée. Ayant peur de se retrouver sans argent et sans emploi, il accepte, imaginant que ce sera que pour quelques minutes, le temps de l'accompagner à son domicile. Mais l'argent permet-il de tout acheter vraiment? C'est la principale thématique du film. Une thématique que j'avais eu du mal à identifier à l'époque, parce que pour moi, Francis Weber, Pierre Richard, c'était forcément de la comédie pur jus, et non pas de la comédie dramatique. Vous préférez vous retrouver au chômage? Allez, venez, soyez pas stupides. Ce que le jouet est pourtant. On en reparle dans la partie critique. Si une partie du scénario du jouet est construite autour de ce souvenir dans un magasin de jouets, que Francis Weber a réellement vécu, l'autre partie du scénario s'inspire de Marcel Dassault, le PDG du groupe du même nom, entre autres propriétaire d'un magazine dont il contrôlait réellement la publication, qu'il croise avec un autre milliardaire, Marcel Bleustein-Blanchet, connu pour avoir acheté une maison sur un coup de tête. Combien vaut cette maison? Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. A noter également que Dassault avait réellement renvoyé un de ses employés parce qu'il avait les mains moites, comme Gérard Jugnot dans le film. Pour quel motif, monsieur le président? Il a les mains moites. Quoi, merde, qu'est-ce que ça veut dire, les mains moites? Le scénario est donc prêt, et le casting est bouclé, avec les présences notables de Gérard Jugnot, de Jacques François, ou de Charles Gérard, l'éternel ami de Belmondo. Et du côté du Cinoche? Ah, le marasme. Il tourne plus que des conneries psychologiques, des histoires d'amour, des drames politiques. Heureusement qu'on a pris nos distances. Mais le début du tournage est compliqué pour Francis Weber, car il est dépendant de la technique de son assistant et du placement de caméra, qu'il ne maîtrise pas. Mais il ne doit pas pour autant se faire écraser et laisser la réalisation à son assistant technique. Une mésentente a d'ailleurs lieu sur ce tournage à cause de cette dualité. Et je me retrouve sur un plateau avec un garçon qui s'appelait Marco Picot, avec lequel je ne m'entends absolument pas. C'est pendant le film qu'ils se sont plus entendus. C'est-à-dire qu'il me considérait comme une potiche, et il faisait la mise en scène à ma place. Mais moi, je voulais quand même diriger mes acteurs. Ce que Francis Weber compensera par quelque chose qui en fera un réalisateur à part entière à partir de là, sa direction d'acteur, à la virgule près. Et c'est normal quand on est auteur, qu'on a écrit son propre film et qu'on le réalise, qu'on s'attende à une forme de restitution de la part de ses comédiens, à la virgule près, au son près, un peu comme une partition de musique. Si c'est pas le bon son, tu continues jusqu'à ce que tu aies la bonne prise. Ça peut être le cas de Gérard Horry, par exemple. Dans un cinéma plus américain, c'est le cas de James Cameron, qui est à la fois l'auteur et le réalisateur de ses films. Et donc, tant qu'il n'a pas la vision parfaite de ce qu'il avait en tête, eh ben, il continue. Du coup, ils sont exigeants. Ou chiants, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est pour le bien du film. J'en ai pas, moi. Une seconde. Allez, il m'en manque un. Il m'en manque un. Mais vous croyez? Oui. C'est presque à l'opposé de ce que fait De Funès dans ses films, à savoir que lui, comme le scénario est souvent faible, il brode autour du texte pour l'améliorer, mais quand c'est Gérard Horry qui était au dialogue et au scénario, il y avait beaucoup moins besoin d'en rajouter. Non, sire, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là, je priais. À se demander ce que Francis Weber de Funès ça aurait donné. Pierre Richard a beau avoir aimé le scénario du jouet et les possibilités offertes à son personnage pour s'exprimer, il s'attendait à devoir jouer sa répartie habituelle. Mais Weber lui proposera d'aller au-delà de son style habituel pour lui offrir ce dont il rêvait depuis longtemps. Celui d'aller au-delà du simple mec qui tomberait dans une piscine parce qu'il avait glissé sur une savonnette. Vous savez, mon humour préféré? Évidemment, c'était ironique. Donc Francis Weber n'a pas choisi Pierre Richard pour jouer le comique de service. Alors que ce dernier commençait le tournage en accentuant sa gestuelle habituelle pour chercher le décalage à chaque plan, car Pierre Richard a un physique assez élastique, c'est pas rare qu'il fasse des grands mouvements de jambes et de bras pour avoir un air humoristique, mais c'était pas le but du jouet. Qui de nous deux est le monstre? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon, ou vous qui acceptez de montrer votre derrière? Car le jouet, contrairement aux apparences, n'est pas vraiment une comédie. Et le but était de sortir Pierre Richard de son personnage de pitre formaté dès le départ. Il souhaite que Pierre Richard puisse dans ses propres souvenirs d'enfance, car enfant, il était réellement en manque d'affection paternelle. Je crois pas qu'il soit inspiré de moi, mais c'est après, je me suis dit, c'est bizarre quand même. C'est pas loin de ce que j'ai pu vivre. En moins grave quand même. Parce que là, il n'y avait vraiment pas d'affection du tout de la part du père pour le fils. Mon père n'en avait pas non plus, mais j'avais quand même une famille qui m'aimait autour de moi. C'est donc une comédie dramatique qui parle d'amour que l'on souhaite acheter,
de l'humiliation, de la peur du chômage et de la peur de manquer. Après tout, les meilleures comédies partent du tragique. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. J'ai seulement voulu donner une chance à votre fils, monsieur le président. Ce qui peut lui arriver de pire, c'est de vous ressembler. Et on peut encore l'éviter. Mais je dois dire que quand j'ai vu Le Jouet pour la première fois il y a très longtemps, je n'ai pas du tout accroché au film. Parce qu'encore une fois, je m'étais fait une idée préconçue que Pierre-Richard Francis Weber, ce serait forcément drôle. Parce que j'avais vu tous les autres. La Chèvre, Les Fugitifs, Les Compères qu'on a déjà fait ensemble. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô, excusez-moi d'être occupé pour l'instant, il y a une commission à lui faire? Donc voir leur début à tous les deux, je m'attendais à quelque chose d'équivalent. Je m'attendais à un grand blond bis. Donc je n'ai pas aimé ce film parce que je ne le trouvais pas drôle. On va rester ensemble et on va continuer le journal. Non, on ne joue plus maintenant. Tu entends, on ne joue plus, tu rentres avec ton père. Je veux rester avec toi. Mais j'ai compris assez récemment que c'était l'effet voulu. Ce n'est pas une comédie. On en reparle dans une minute dans la partie critique qui arrive tout de suite. Le Jouet sort le 8 décembre 1976 en France et est un semi-échec commercial avec 1,2 million de spectateurs en salle, là où le retour de Funès que Pierre Richard a refusé pour L'aile ou la cuisse et ses 5,5 millions de spectateurs sera de son côté le plus grand succès de l'année 76 pour le cinéma français. Là où le film scénarisé par Weber avait l'habitude de rassembler au moins 4, 5 ou 6 millions de gens. Mais les succès à venir de Francis Weber vont permettre au film de connaître une seconde chance un peu plus tard, notamment avec plusieurs tentatives de remake, notamment en Russie où le film est très apprécié. C'est même le Francis Weber préféré des Russes, devant La Chèvre et les autres. Mais c'est aux États-Unis que le premier remake du Jouet se fera, sous le nom de The Toy en 82, réalisé par Richard Donner, le réalisateur de Superman, avec Richard Pryor, qu'on verra dans Superman 3, tiens, juste après. Mais le film est très mal accueilli sur place, car il était assimilé à du post-esclavagisme, étant donné que Richard Pryor est afro-américain et devient esclave d'un enfant. Le site Complex le classe parmi les 50 films les plus racistes au monde. Cependant, le remake fonctionnera, rapportant 47 millions de dollars aux États-Unis, soit le 14e plus grand succès de l'année au cinéma américain. Effet plus rare, on a eu le droit à notre propre remake en France. C'est rare qu'on fasse des remakes de nos propres films. Imaginez une seconde un remake du Cornio ou de Fantomas, comme on en a parlé il y a des années, ou un remake des Gendarmes, parce que j'ai une idée si on devait le faire, une super idée d'ailleurs. Mais c'est quelque chose d'atypique dans notre cinéma de nous reprendre nous-mêmes. En général, on donne nos idées aux autres, sachant que je ne l'ai pas vu, parce que je sens que la question va venir, mais j'ai bien l'intention de le voir et de vous en parler un jour. Je veux ça. Non, ça, on peut pas vous le donner, non. Mon père va être déçu. Moi je le contrôle, je vais pas arriver tout de suite. Voyons maintenant ce que j'ai pensé du Jouet. Je vous le disais, j'ai jamais aimé le film et je l'avais jamais pris par le bon bout. Bien sûr, Pierre Richard, je sais qu'il est capable de tendresse, qu'il est capable de sensiblerie. Non, je reste avec toi. Je ne suis rien, moi. J'ai pas de travail, pas de pognon, rien. Même si ton père me disait gardez-le, je ne pourrais pas, je suis pauvre, tu comprends? Mais je pensais pas qu'il avait déjà eu cette occasion de le montrer bien avant, 10 ans avant. J'ai toujours trouvé le film trop silencieux, trop lent. L'image était terne, l'image était triste, ça manquait de rythme, ça manquait de peps, ça manquait de plein de choses, et surtout, ça n'était pas drôle. Tu vas rester ici. Je t'ai acheté au magasin, tu m'appartiens. On ne te rendra pas ton costume. Même s'il y a 4 ou 5 gags bien visuels, bien lourds, avec des chutes, des gamelles, des gâteaux à la crème sur le visage. Ou alors un pot de peinture qui tombe sur la tête. Et ça n'est jamais drôle. C'est pas drôle parce qu'on insiste trop dessus, qu'il y a un gros plan, mais en même temps, je suis pas convaincu que même dans ces scènes-là, le but était de faire rire. Mais derrière, on peut avoir un regard sur qu'est-ce qu'il est prêt à endurer pour de l'argent. Et c'était la force de ce sujet, c'est-à-dire c'est la force de la puissance de l'argent sur des gens qui ont peur de manquer parce qu'ils ont été chômeurs, etc. Toujours ce rapport à l'argent qui est central au film. C'est plus de la détresse qu'autre chose. Quand on creuse un peu et qu'on voit que le petit est juste en recherche d'une image paternelle réconfortante avec qui il pourrait être complice. Chez qui il cherche aussi des limites qu'on pourrait lui donner parce qu'un enfant a besoin d'un cadre et de limites, au lieu de tout lui donner, tout lui acheter, sinon ça fait un enfant pourri, c'est ce que le film essaie de dénoncer. T'inquiète pas pour moi, je te dis. S'il t'embête, tu me téléphones à Cannes. Je reviendrai. Tu me téléphones à François.
Tu m'appelles plus Julien? Mais de son côté, si Pierre Richard accepte tout ça, c'est parce qu'il a peur de finir clodo, la peur de ne pas avoir de travail, alors qu'aujourd'hui c'est presque une mode, c'est un autre sujet. Quand j'étais salarié, monsieur le Président, je n'avais qu'un droit, celui de me taire et d'avoir peur. Mais à l'époque, le chômage c'était honteux, il fallait pas. La première scène que j'aime vraiment dans le film, il faut tenir parce que c'est à la moitié, c'est quand Pierre Richard est invité par son jeune maître à faire une promenade en voiture, une mini-voiture dans la maison. C'était votre déjeuner, monsieur. Vous êtes dans votre tort. Et là, on voit leur rapport qui commence à se dessiner. Parce que du coup, le petit veut jouer au gendarme, et c'est Pierre Richard qui joue le gendarme, et du coup, il saisit l'opportunité de remettre le petit à sa place en tant que symbole d'autorité. Non, on joue à autre chose. Et ils sont lisses, ces pneus. Descendez de voiture. On joue à autre chose, je te dis. Descendez de voiture! Et c'est très bien foutu. Et c'est à partir de là que le film est beaucoup plus clair dans ce qu'il veut nous montrer. On bascule vers un mini-drama. On passe! Quand il me serre la main, toute la misère du monde et toute la reconnaissance et tout ce qui fait qu'on est des humains, c'est là-dedans. Il a ça dans sa pupille. J'avais pris ça pour un film rigolo, quoi. Alors que c'est tout sauf ça. Enfin, c'est en même temps très drôle, mais en même temps c'est terrifiant. Souffle! Notamment via 3 répliques très fortes que je vais vous montrer juste là. Je vais vous les compiler. J'ai seulement voulu donner une chance à votre fils, monsieur le Président. Ce qui peut lui arriver de pire, c'est de vous ressembler. Et on peut encore l'éviter. Mais je ne suis rien, moi. J'ai pas de travail, pas de pognon, rien. Même si ton père me disait gardez-le, je ne pourrais pas. Je suis pauvre, tu comprends? Ras-le-bol, les remballes, que je suis le père et le fils. Vous avez du temps à perdre. Moi, il faut que je bouffe. Alors allez jouer ailleurs. Encore une fois, à l'époque, je ne percevais pas ce côté dramatique et ce décalage qui était à l'opposé de ce qu'on attendait en allant voir le film. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas marché. Il a peut-être été mal vendu. Je veux ça. Oui, oh, mais ne t'énerve pas, mon chéri. Je veux qu'on fasse un paquet. Enfin, c'est pas vrai. Vous préférez vous retrouver au chômage? Mais c'est absurde. C'est un jeu. C'est pas dramatique. La plaisanterie a assez duré. Je n'ai pas l'habitude qu'on me traite comme un pantin. Je t'ai acheté au magasin, tu m'appartiens. Pierre Richard est le jouet d'un enfant trop gâté dans la comédie culte de Francis Weber. Ce soir, à 20h50. Et puis qui devient, magnifique de tendresse avec Pierre. C'est très beau, c'est très très beau. Il faut que tu viennes avec moi. T'inquiète pas pour moi, je te dis. La preuve, c'est le personnage du patron, qui est impeccablement joué par Michel Bouquet, qui est impeccable de froideur et de pouvoir, qui a glacé le sang. 3 millions si vous partez tout de suite. Je comprends pas. Et une comédie classique aurait cherché à lui faire fendre la coquille. N'importe quel film aurait cherché à l'humaniser, à lui faire comprendre qu'il peut pas tout acheter. Vous faites vos valises, vous partez à l'instant. C'est pas possible. Un espèce de faux méchant qui va s'attendrir, ce que je crois, mais je l'ai pas vu en entier, j'ai vu que la bande-annonce. Je crois que le remake avec Daniel Auteuil va essayer de dérider ce personnage. Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. Vous vous approchez de la personne, bien la famille, tranquille, père les... Ce que le film là ne fait pas, parce qu'il assume à fond de ne pas être une comédie avec un happy end. Parce que le film n'a pas de happy end. Bon, on peut s'arranger pour vous laisser la maison en fin de journée. Tout de suite. Tout est profondément tragique dans ce film, finalement, si on y regarde bien. Et c'est sur cette base du tragique que le comique alors opère magnifiquement. Ce patron qui fait semblant s'intéresser à ses employés mais qui zappe toujours leur nom. Bonjour, mon petit Paul. La santé est bonne? Monsieur, ce n'est pas Paul, moi, je suis Lucien. C'est moi, Paul, monsieur. Qui les vire pour un oui ou pour un non. L'acteur va même jusqu'à mettre à distance l'enfant sur le tournage pour lui faire comprendre indirectement que c'est pas à lui qui doit s'attacher, mais à Pierre Richard, et donc, par extension, à son personnage, afin que l'enfant soit à fond dans son rôle. J'ai gardé cette barrière pour qu'il sache bien qu'il avait affaire à un pantin qui s'appelait Rambal Cochet, et que s'il s'attachait un petit peu à son partenaire,
il s'attachait à un rôle, il ne s'attachait pas à une personne. Une autre scène qui est très grave, c'est la scène où il débarque dans une maison parce que son fils a un coup de cœur sur la maison et qu'il veut l'acheter, donc il exécute tout, et il est prêt à la vendre 5 fois son prix, juste pour qu'il dégage tout de suite. Vous faites vos valises, vous partez à l'instant. Et il est très fier d'avoir ce pouvoir sur les gens en disant que s'il aligne les millions parce qu'il a les moyens, eh ben il peut obtenir du pouvoir et décider pour eux de dégager de chez eux avec leurs valises, alors qu'ils sont en train de manger. Il n'y a rien de comique là-dedans non plus. Vous avez 1 minute pour réfléchir. C'est pour ça que je devine le remake de James Hutt qu'on va aborder un jour, qui j'imagine a plus accentué ça sur la comédie, mais je pense pas qu'il y ait ce côté aussi froid dans le remake. Je peux me tromper, mais on en parlera un jour. La preuve, c'est que le film va gagner le César du meilleur scénario, preuve qu'il n'est pas considéré comme une comédie, parce qu'il est rare que les comédies soient récompensées de César, parce que les Césars snobent souvent les comédies. Alors, est-ce que ça suffit pour en faire un film de chevet? Non. Je trouve que même pour une comédie dramatique, si c'est le cas, ça reste mou, ça reste lent à démarrer. Même la musique de Vladimir Cosma, qui était déjà dans le coup, mis à part dans le générique et dans le menu du DVD, on l'entend pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de silence dans ce film. Pas mal de silence, pas mal de blancs, qui sont sans doute voulus, mais qui restent des blancs, quoi. Mais j'ai apprécié l'expérience. Avec ce mode d'emploi, je me dis que c'est un film à voir. Ce n'est pas un film tel qu'on l'imagine, donc il faut se préparer à ça, pour ne pas être déçu. Sinon, on peut le trouver mauvais. Encore une fois, la preuve avec la fin, puisque l'enfant ne choisit pas son père, il choisit le personnage de Pierre Richard, bien qu'il ne puisse pas l'adopter parce qu'il a un père, le gosse. Mais malgré ça, à la fin, le dernier plan, c'est l'enfant qui va lui sauter dans les bras en pleine rue, et son père qui regarde ça un peu impuissant. C'est une fin triste. L'enfant préfère son jouet à son propre père. C'est ultra intéressant. Pourtant, l'échec du film a été assez traumatisant pour Francis Weber, qui va mettre 4 ans à refaire un film, La Chèvre, et Pierre Richard va devoir aussi se convaincre de revenir à son ancien registre, plus classique, d'où la trilogie Weber, Pierre Richard, Depardieu. Ils l'ont fait pour donner au public ce qu'il demandait, et ça va faire des entrées. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Et même à l'époque et encore aujourd'hui, j'avais du mal et j'ai du mal à croire que cet enfant existe. Ça va trop loin. Je veux bien croire qu'il y a des enfants pourri gâtés, là c'est trop accentué. Et moi j'ai besoin quand même d'avoir un côté réaliste et pragmatique en comédie. De partir sur du concret. Et je ne crois ni en cet enfant qui achète quelqu'un, ni à Pierre Richard et son personnage qui du coup aurait dû claquer la porte en 30 secondes. Mais bon, il y a la peur d'être au chômage. Mais bon, en même temps, quand t'es au chômage, t'as qu'à traverser la rue pour en trouver. Dixit, notre cher président. Mais voilà, si tu oublies le chômage et la thématique du film sur la peur de ne pas avoir d'emploi, bah tu te dis, barre-toi, ne sois pas esclave, rentre chez toi, qu'est-ce qui t'en empêche? Il n'y a rien, démissionne. Mais le film veut te montrer qu'il a peur de la démission, d'où le début, où il se fait engager alors qu'il a une barbe. Dassault était un personnage fabuleux. D'abord, c'était un des derniers originaux. Maintenant, les milliardaires se sauvent aux îles Caïmans ou ailleurs. Mais à l'époque, il était complètement original. Je veux bien vous prendre à l'essai, mais je vous conseille de vous raser. Monsieur Rambal-Cochet n'aime pas les barbes. Allez. Débarrassez-vous de ça rapidement et revenez me voir. Il y a un ingénieur qui avait une barbe et qui était un type qui était un vrai spécialiste. C'est-à-dire qu'il était urgent de le garder. Il a dit, il faut qu'il se rase. J'aime pas les barbes. Et l'ingénieur dit non, pas question. On a fait construire un ascenseur pour que l'ingénieur ne croise pas Dassault avec sa barbe. C'est fantastique, oui. Ça n'existe plus, ces gens-là. Donc si tu comprends ça, tu peux comprendre pourquoi Pierre Richard accepte autant de choses, même si à la fin, il arrive à retourner la situation à son avantage. Mais moi, je me suis toujours dit, barre-toi, reste pas là. Donc j'y croyais pas. Et si tu y crois pas, bah tu décroches. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais dépassé cet état-là. Est-ce que vous, c'est le cas? Est-ce que vous aimez ce film? Est-ce que vous l'aimez pas? Est-ce que vous l'avez vu ou pas déjà? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je suis pas sûr que vous allez sortir une réplique dans les commentaires du film parce que je trouve que c'est pas des dialogues ultra percutants. Donc si vous avez pas de dialogue à dire, vous avez juste à dire. Alors le colonel, il rentre, il se dessape et on lui voit les couilles. Et ça ira très bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que ce film représente pour vous. Si jamais il représente quelque chose, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.